moment, je travaille sur un projet où, avec un collègue, on regarde les discours de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour les derniers 30 ans. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, ce que vous avez évoqué à la fin, c'est que le paradigme néolibéral est dépassé. À la fois parce qu'il y avait des crises, pas uniquement la crise de 2007-2008, mais avant ça, il y avait des crises au Mexique, il y avait la crise en Russie, etc., en Asie. Donc il y avait vraiment une grande série de crises qui mettaient en cause le modèle qui était censé garantir le bon fonctionnement du marché mondial. Et à la même fois, il y avait également, par exemple, la décennie perdue de développement dans l'Amérique latine, où quand même le modèle néolibéral était bien pratiqué parmi autres, souvent sous des régimes autoritaires. Et ce qu'on constate, et puis à la même fois, il y avait également l'émergence des mouvements ultramondialistes et autres qui disaient, vous dites que ces politiques néolibérales de libéralisation, de privatisation, de commodification des biens qui étaient autrefois publics sont dans notre intérêt, mais nous on dit non. Et on dit qu'il y a un autre moyen de s'organiser le monde, donc le slogan célèbre « un autre monde est possible ». Donc il y avait une fois une crise dans le système capitaliste, des multiples crises qui mettaient en cause le néolibéralisme, et puis il y avait également l'émergence du mouvement contestataire qui disait faites pas cette politique dans notre nom, c'est pas dans notre intérêt. Et ce qu'on voit par exemple dans la Banque mondiale, ce qui est également dans le moindre mesure dans le Fonds monétaire international, dans leur discours, c'est que de plus en plus, les économies sont obligées de mettre en question, par exemple, l'individuel, le rationnel qui essaie de maximiser ses intérêts. On a l'idée que quand même les êtres humains sont sociaux, qu'ils vivent en famille, par exemple, qu'ils ont des liens avec les autres, il y avait également Stiglitz avec des informations asymétriques dans l'idée que les marchés ne sont pas parfaits. Et grosso modo, il y avait mis en cause le modèle global qui était la libéralisation, la privatisation, la commodification. Ça donne une croissance économique, et la croissance économique est bonne pour tout le monde. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les deux liens sont brisés, parce qu'à la fois, on dit peut-être la libéralisation, etc., n'amène pas toujours à la croissance, parce qu'on peut montrer également que pendant la période néolibérale, il y avait moins de croissance économique que dans la période dite keynésienne. Et deuxièmement, que la croissance économique ne suffit pas pour garantir le bien-être des populations. On peut avoir une croissance qui est pro-poor, pour les pauvres, pauvres-rosiennes, ou on peut avoir une croissance qui est moins bien pour les pauvres, on peut avoir une croissance qui coexiste avec la croissance des inégalités, etc. Et quand on regarde le discours dans la Banque mondiale, etc., dans les économistes professionnels, je vais arrêter là, on voit que tous ces modèles sont mis en question dans tous les niveaux. Le modèle global de croissance égale bien-être, et puis également l'idée que les marchés sont parfaits, l'idée que les individus sont rationnels, individualisés, déracinés, etc. Voilà, un peu long. Voilà, pardon, des excuses. Donc, réaction. Oui. Je pense que votre commentaire se place à deux niveaux. Les faits et la doctrine et les conséquences. Les faits, c'est assez connu, je crois, et je suis preneur de référence pour notre intervention et pour que l'école de Chicago a beaucoup influencé dans les années 90 la politique de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, et que ces politiques n'ont pas eu les effets attendus, notamment en termes de développement. Et donc on est bien dans un processus de révision. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Neurath qui parlait d'état expérimentateur. Et c'est un peu la Banque mondiale qui expérimente les principes de l'école de Chicago. Et sur la doctrine, évidemment, l'école de Chicago, comme on l'a vu, n'est pas seule dans le spectre néolibéral. Donc, ça n'est pas un échec du néolibéralisme, parce que le néolibéralisme est pluriel. Et si vous regardez, par exemple, ce que dit quelqu'un comme Victor Böttke, enfin, tout le groupe austro-américain de Fairfax, ils sont très contents de l'échec de l'école de Chicago.
Pourquoi? Parce que dans la concurrence qu'ils conduisent face aux groupes, aux autres groupes, ils y trouvent une confirmation que le monétarisme et l'approche standard est un échec, qu'il faut renforcer le subjectivisme, que la question n'est pas la question centrale, c'est les normes sociales. Donc ils vont dire, un peu comme Roderick, qui n'est pas du tout libéral, ils vont dire c'est culturel. Et on ne peut pas importer, on ne peut pas greffer des institutions comme ça. Le capitalisme, par la contrainte, ne marche pas. Le capitalisme by fiat, ça marche pas. Donc, il me semble qu'il y a une réponse à deux niveaux. C'est vous placez bien dans la science. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la science. C'est-à-dire quelle réponse les économistes de Chicago peuvent apporter à votre question de l'échec de leur politique. Et donc on n'est pas dans l'idéologie au sens de Marx, et on n'est pas non plus on n'est pas non plus dans l'idéologie au sens des hommes politiques, puisqu'on est à l'intérieur de ceux qui vont légitimer, qui vont justifier, sur une base d'une méthode et d'un esprit, qui est la science, une pratique. C'est le passage, en fait, c'est des échecs constatés à la modification de la science qui est intéressante. C'est comment ma question, je voudrais vous poser une question, c'est comment les écoles de Chicago réagissent à ces échecs. C'est-à-dire comment elles révisent ces théories. Je ne vais pas monopoliser les conversations, mais j'aimerais, vous avez déjà dit dans votre présentation, et à partir de la réponse, ça veut dire pour beaucoup d'néolibérales, le faute c'est encore les États. Donc en fait, ce qu'ils disent à la Banque mondiale et surtout au Fonds monétaire international, c'est que notre prescription n'était pas mise en œuvre par les États. Donc en fait, le néolibéralisme marche, mais c'est juste qu'on n'était pas suivi. Donc il faut un meilleur suivi. Donc ça c'est une des réponses qui était apportée. Mais je pense que par contre, je pense que l'orthodoxie parmi les économistes est en train de... Je pense que la discipline de l'économie est en train de fragmenter. Parce qu'il y avait également, par exemple, le mouvement post-octiste, etc., des économistes. Et il y a même une fragmentation de monopolisation d'idées que les seules données sont quantitatives et une reconnaissance du fait qu'on peut même avoir des données qualitatives qui méritent d'être mises en œuvre, etc. Donc je pense qu'il y a une autre question, c'est qu'est-ce qui se passe avec les disciplines de l'économie, et là aussi je pense qu'il y a des profonds changements et une espèce de fragmentation dans les réponses, et ça se traduit par exemple dans le Banque mondiale dans une espèce de fad. Ça veut dire dans une année ils vont dire une chose et puis l'autre année ils vont dire autre chose, ils vont oublier ce qu'ils ont dit l'année précédente. Ce qui était moins vrai par exemple dans les années 80 où vous avez une espèce de cohérence entre chaque rapport chaque année pour la Banque mondiale. Maintenant il y a juste une fragmentation. Et je pense que c'est parce qu'également, parmi les économistes professionnels, il y a une fragmentation dans l'orthodoxie. Bon, j'ai trop parlé déjà. It's pretty much what I should have. It's a strong point. The debates have said it, so thanks. Juste pour continuer dans cette ligne-là, c'est aussi une question de qu'est-ce que c'est l'échec et qu'est-ce que c'est le succès. Parce qu'en fait, par exemple, avec le cas de Russie, l'intention était de casser le système communiste définitivement. Alors la privatisation massive, la libéralisation des prix, l'ouverture du marché, et puis le fuite du capital de conséquence, de 60% de la population qui a descendu le seuil de pauvreté. Tout ça a été dans un sens intentionnel. Avec des autres crises aussi, il y avait le fait que le stakeholder des marchés financiers avaient une priorité au-dessous des intérêts des pays pauvres comme Malaisie ou d'autres qui vont sur une crise. Et après, ceux qui suivent le modèle FMI, en fait, étaient brisés et les autres systèmes qui se protégeaient finissaient bien. Alors, échec, succès, ça dépend du succès de qui et de l'échec de qui. Vous avez quoi ce qui Je peux répondre, oui.
débat scientifique. Je pense que beaucoup d'arguments ont été avancés par les néolibéraux en faveur de leur thèse. Mais c'est pas tellement... Là, on entre dans le débat scientifique. Et les réponses sont multiples. Je crois que vous avez très bien fait de souligner un peu les débats entre soi-disant néolibéraux, surtout entre les Autrichiens et l'école de Chicago. Et pour les jeunes, il y a des attaques de Walter Block sur Hayek, le traitant de socialiste, et le débat constant entre Rothbard et Friedman. Ils sont plus aptes entre Rothbard et les marxistes, de loin. Ceci dit, je vais juste faire un constat et poser une question. Le constat serait que l'école autrichienne, l'anarcho-capitaliste, était quasiment morte après la guerre. Mises n'avait pas d'emploi, Hayek a quitté l'économie, Marklopp est devenu socialiste à Princeton, Haberler a quitté l'école autrichienne pour Harvard, etc. Et que ce n'est que réellement en 1974, avec la conférence de South Royalton, Vermont, qu'ils ont pris une cohésion de nouveau, à mon avis. Mais j'ai une question. Au fond de tous ces désaccords entre les néolibéraux, il y avait la société Mont Pelerin, qui a été créée, je crois, en 1945, où on trouvait côte à côte Mises, Hayek, Friedman, je ne sais plus pas qui d'autre. Quel était, d'après vous, le rôle de Mont Pelerin dans l'idéologie Chicago-autrichienne, au moins? Il y a un article qui répond à cette question de François Denord, qui répond en plusieurs points. Il dit c'est un lieu d'échange de connaissances, un lieu de production de scientifiques. C'est un lieu d'acquisition de capital social et de réputation, car progressivement cette assemblée va s'avérer très importante, parce que beaucoup d'économistes vont, comme je l'ai rappelé, obtenir le prix Nobel d'économie. Donc pour beaucoup d'économistes, c'était un privilège d'entrer dans cette association. Et donc toujours au cœur de ces débats se pose la question de la science. C'est-à-dire si la reconnaissance du Nobel à ces économistes est la marque d'un sérieux, d'une rigueur scientifique, alors il est normal que pour des scientifiques, ils aient envie d'aller au Mont Pelerin, et il est normal aussi que les hommes politiques viennent écouter ceux qui savent, c'est le livre de Max Weber sur savants et politiques, ceux qui savent pour mettre en œuvre de bonnes politiques. Et comme le dit Raymond Boudon, il y a un effet épistémologique, c'est un sociologue français, individualiste méthodologique, donc concurrent de Pierre Bourdieu en France, et il décrit très bien, il a beaucoup travaillé sur l'idéologie et la vérité, et pourquoi les individus ont des idées fausses, pourquoi on adhère à des idées fausses. C'était ça l'un des titres de son livre. Et il montre très bien que quand la science, cette diversité du néolibéralisme n'est pas ignorée par les néolibéraux. L'incertitude de leur connaissance n'est pas ignorée par les néolibéraux. C'est-à-dire, si Hayek rencontre Maurice Allais en 1947, ils ne sont pas d'accord sur tout. Il y a un ingénieur et un philosophe. Il y a des traditions différentes. Donc, à l'intérieur de la science, il y a des débats extrêmement forts. Mais à l'extérieur, il y a un message qui est réduction de la taille de l'État, plus de liberté individuelle, défense des libertés religieuses, politiques, la démocratie, etc. Et ce que dit Boudon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cet effet c'est que les politiques prennent comme des étudiants le résultat de la démonstration, mais oublient toute la complexité de la démonstration. Et donc, la société du Mont Pelerin
a été sans doute un lieu de production de connaissances qui a été un succès, puisque beaucoup d'hommes politiques sont venus puiser dans ces débats des solutions pratiques. Ce serait un peu ça. Je crois qu'on a un moment après. Je vais passer à toi. Ouais. Richard, I think we have time for one more question or comment. If you don't mind, I'm going to speak in English, simply paresse. Yeah? I've got two sort of responses, and I'd like to hear how you come back, and I may be misunderstanding in part. The first sort of constat would be with regard to ideology from the Marxist position and the economics profession. And I'd like to hear, because you are very much within the economics profession, what you think. And I'm really talking from the position of a political theorist. Certainly, my understanding of the decline of ideology in economics is partly based on the theory of exploitation and the labour theory of value. That the labour theory of value just doesn't stand up as a theory of production of plus value within economics, that it's much more complex than simply a supply-side understanding. And with that gradual complexification, as neoclassical economics came in from the end of the 19th century onwards, Marxist ideology just was not of interest to economists. I put it as a question mark. And I'd like to hear what you say. So that decline is very understandable from within the discipline of economics, as it's established from the end of the 19th century onwards. I'd like to hear how you're thinking about that within your own very interesting research agenda. My second question comes to the second definition of ideology from Aron. This idea of ideology as a political practice, which is going to change human behavior. Neoliberalism, as I understand it, and I think you are very much relating to it and placing it in a larger canopy, so I may be slightly misunderstanding it. The neoliberalism that I understand, and I think it partly goes back to some of the things that Len was saying, was that moment when Thatcher and then Reagan opened up national controls on capital. There were transnational capital movements at the end of the 1970s. And there was no political appropriation possible of that moment. So the political practice was, we're going to pull back the political, but we're going to be political in doing that. And that then became an international doctrine, which was what we call market fundamentalism. But market fundamentalism is precisely organized politically by neoliberalism. And that's where I very much hear that notion of it as a political practice. But then I come to a problem. Even with 2007 subprime crisis onwards, that neoliberalism is partly in crisis, is what alternatives are there to the politics of neoliberalism at this moment in time, except a very strong notion of supranational politics. But we see in the European Union, as it attempts to get its act together at a supranational level with regard to market domination, let's say, that actually fiscal federalism is very difficult as a political project. How much more difficult at a global level? So my question, given that, is, are we still not in the whole problem of post-1970s reorganization of capital at a transnational level? And isn't it going to take us some time before we have a real political project that can pose an alternative to this second definition of neoliberal ideology? Two constats, and I'd love to hear your responses. En français, s'il vous plaît. Sur la deuxième question, le cas français est intéressant. 1981, 1979, je crois 79, avènement de Thatcher, 81, François Mitterrand. Deux politiques diamétralement opposées. Et puis Delors, s'il vous plaît. 83, Delors. En termes de définition cognitive,
était à l'époque très dominé par le marxisme et l'institutionnalisme. Il y a une étude d'ailleurs qui était contemporaine de cette période sur les économistes français et leur spécificité. Les économistes français étaient particuliers par rapport aux économistes dans le monde. On n'enseignait pas la microéconomie dans les années 70 dans les universités françaises, sauf Raymond Barre et quelques professeurs. Raymond Barre, pour ceux qui ne le savent pas, était Premier ministre du président Valéry Giscard d'Estaing, et il était professeur de sciences économiques à la Sorbonne, et il a fait un des premiers manuels de microéconomie. Donc, d'une part, la France et la théorie cognitive nous dit que la France était un pays qui n'avait pas la même trajectoire idéologique. Elle a tenté une alternative qui a échoué. D'une part, parce que sa doctrine était sans doute difficile à justifier, et d'autre part, parce que, comme vous l'avez dit, le contexte mondial était assez peu propice à ce type de décision. Cela vous... sur la première question. Sur la première question, j'ai quelques éléments de réponse. Si j'ai bien compris la question, mais en fait c'est tout à fait ça, c'est que la définition marxiste, l'idéologie marxiste ne pouvait pas s'imposer en économie, et je vois au moins trois raisons que j'ai peut-être abordées trop rapidement ou pas du tout, je sais plus, je ne me rappelle plus. Mais la première chose, c'est que l'instrument de l'économie qui est le modèle du choix rationnel, pour au moins deux raisons, ne va pas du tout, ne convient pas du tout à la définition marxiste. Premièrement, vu qu'on est dans une méthode individualiste, on essaie de raisonner au niveau de l'individu, c'est complètement en opposition avec la définition holiste, le fait que c'est le groupe qui agit sur les idées de l'individu. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on a une opposition entre le modèle du choix rationnel de l'économie standard et l'approche collective, holiste de Marx. Et la deuxième chose, c'est que dans le modèle du choix rationnel de l'économie, les choix sont conscients, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais de choix pour servir nos intérêts sans le savoir. Alors que chez Marx, on sert nos intérêts avec une fausse conscience, c'est-à-dire en ne le sachant pas forcément. Donc là aussi, à ce niveau-là, il y a une opposition entre le concept de fausse conscience chez Marx et le fait que dans le modèle en économie, on maximise notre utilité de manière consciente, on fait des choix de manière consciente. Donc je pense que c'est aussi ce qui explique le fait que le succès de la définition marxiste était voué à l'échec dès le départ pour la science économique. Et la troisième chose, c'est le fait que définir l'idéologie comme une science fausse, même les autres disciplines, et notamment la sociologie de la connaissance à partir des années 1930 avec Karl Mannheim, a montré que ça ne pouvait pas être scientifique, ça ne pouvait pas avoir de fin scientifique si l'idéologie c'était simplement l'idée fausse de mon adversaire. J'avais simplement à dire telle personne était idéologue pour montrer qu'il avait tort. Donc à partir du moment où on utilise uniquement ce type de définition, si l'idéologie est juste l'idée fausse de l'autre, on ne pourra jamais faire de la science. C'est simplement un outil polémique, c'est un outil politique à la limite, enfin, c'est pour discréditer l'autre, mais c'est pas pour faire de la science. Donc c'est pour ça, je pense que la définition marxiste n'a pas du tout, la greffe n'a pas du tout prise en sciences économiques, en général, en tout cas au moins dans l'économie néoclassique standard.